Déjà là, merci d'être là avec nous. N'hésitez pas à partager dans la conversation pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui, d'où vous vous connectez et ce que vous faites dans la vie. Merci. Pour ceux qui viennent de se connecter, merci d'être là aujourd'hui. Je disais, on va attendre encore une petite minute, le temps d'avoir un peu plus de participants. Et n'hésitez pas de partager dans la conversation pourquoi vous êtes là venu aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites et d'où vous vous connectez. Ok. On a un assistant IA qui a répondu pourquoi il est là. Ok, Sandrine, quand ça t'est adressé sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Super, merci. Très bien. Farida qui est consultante en financement RSE à Arras. Responsable climat de la région de Marseille pour Adélie. Chef de projet RSE Île-de-France pour Audrey. Super. Très bien, moi je vois que les messages arrivent. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous cherchez aujourd'hui, sachant que ce qu'on souhaite vous partager aujourd'hui, c'est effectivement vous donner plein d'éléments du concret sur les bénéfices des engagements RSE, mais également sur le financement disponible pour aller encore plus loin et passer à l'action, peut-être sur des sujets sur lesquels vous êtes encore en attente de vous mettre en route. Alors, je propose de démarrer. Euh, donc, nous sommes déjà. Merci pour tous vos commentaires dans la conversation. Donc, nous sommes aujourd'hui trois à animer ce webinaire avec vous. Donc, je me présente d'abord. Marina Erich, je suis directrice de la division conseil chez Des Enjeux des Hommes. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Hélène et Thomas. Je te passe la parole, Hélène. Tu peux se présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Marina et donc ravie de discuter de ces sujets forts en jeu pour BPI France dans le cadre de ce webinaire. Donc pour ma part, je suis l'adjointe à la directrice climat et biodiversité chez BPI France, donc une direction qui porte le déploiement de notre plan autour de ces thématiques et dont je vous parlerai lors de ce webinaire. Mm. Et on aura également Thomas qui va nous rejoindre. Je pense qu'il y a des petits soucis de connexion, mais il va arriver, qui est chef de projet de développement durable à la PPI également. Hélène, je Et te laisse peut présenter la BPI. Oui, voilà, et peut-être pour vous présenter en introduction pourquoi BPI France finalement s'associe à des enjeux et des hommes sur ce webinaire. Tout simplement parce qu'on est une banque publique dont la mission est de soutenir le développement économique des entreprises, mais aussi leur transition écologique. Euh, Terme un peu générique derrière lequel on remet à la fois des enjeux de décarbonation, d'adaptation, de biodiversité. Et on le fait pour les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité et à tout stade finalement de leur développement. Donc ce plan climat et biodiversité, on l'a lancé en 2020, structuré autour de trois grands piliers que je vous détaillerai tout à l'heure. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui mobilise en fait tous nos métiers chez BPI France, à la fois le financement, l'investissement, le conseil, mais aussi nos activités de garantie, de soutien à l'international, de soutien à l'innovation. Voilà, vraiment tous les métiers sont engagés. Et vous le voyez dans la petite roue là à gauche, il y a aujourd'hui 100 référents dans chacun de nos métiers qui sont au service de ce plan et donc au service de la mise en transition écologique des entreprises. Et on a en plus de ça un réseau de chargés de coordination climat dans les territoires. Peut-être que vous en connaissez certains d'entre eux. Je vous remettrai tout à l'heure aussi l'annuaire qui, eux, sont au plus proche des entreprises
mais aussi de nos collaborateurs sur le terrain pour faire vivre ce plan climat et biodiversité. Et on a aussi, troisième levier d'action, une communauté d'entreprises engagées sur ces sujets de transition, la communauté du Coq Vert, qui atteint plus de 3500 membres aujourd'hui et qu'on a rassemblé il y a 15 jours lors de l'événement Joureux à Marseille. Donc pareil, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà. Tout ça pour dire que BPI France et la Banque publique, dont la mission, dont une des missions d'intérêt général, c'est voilà, de soutenir la transition écologique des entreprises, aux côtés de tout un écosystème de partenaires, au premier plan l'ADEME, l'OFB, mais aussi les régions, les CCI, etc. Génial, merci beaucoup, Hélène. Quelques mots sur nous, des enjeux des hommes. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et organisme de formation spécialisé sur les sujets RSE. Nous existons depuis une vingtaine d'années et donc nous accompagnons à la fois sur des missions de conseil, mais également sur la formation. Donc, sur le conseil, effectivement, nous proposons tout un, on va dire, une variété de diagnostics de maturité RSE, matérialité bien évidemment, mais également sur le sujet conduite du changement, qui est une de nos spécialités. C'est pour ça, d'où du nom, les enjeux des enjeux des hommes, parce que la transformation ne se fait pas si on n'engage pas les hommes et les femmes dans les organisations. Donc ça, c'est au cœur de nos accompagnements. Sur le conseil également, on accompagne sur les stratégies RSE et stratégies de résilience. Donc le sujet, effectivement, économique, c'est-à-dire comment les enjeux ESG sont liés aux enjeux business, c'est au cœur de nos accompagnements. Ensuite, également, nous proposons de l'accompagnement sur le déploiement opérationnel, notamment dans les métiers comme les achats, le marketing ou les équipes commerciales. Par exemple, la valorisation de l'engagement, donc accompagnement EcoVadis, Bicor, PME+, etc. Donc, on peut être force de proposition sur ce sujet également. Et enfin, accompagnement, raison d'être, société mission. Nous sommes nous-mêmes une société à mission également, donc nous proposons des accompagnements sur ce sujet. Et dans notre organisme de formation, nous proposons des formations sur une quarantaine de thématiques ESG pour traiter en gros l'enjeu de monter en compétence notamment des métiers, mais également engagement des équipes dirigeantes qui parfois faut un peu secouer pour qu'ils soient sponsors des démarches. Et donc, on propose cela dans tout type de format, présentiel, distanciel, digital, e-learning, en inter-entreprise ou intra-entreprise, voilà. Et nous sommes certifiés Calliope. Enfin, nous accompagnons à la fois en France, mais aussi à l'international. Donc, on a aussi accompagné des entreprises dans d'autres régions du monde. Voilà quelques mots. Donc, en fait, aujourd'hui, on voulait vous présenter effectivement quelques grands résultats d'une étude qu'on a menée sur le ROI de l'engagement pour ensuite passer effectivement sur le sujet aussi du financement qui peut être un frein pour la mise en application. Et enfin, on aura une session de questions-réponses, sachant que si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas surtout de partager vos questions dans le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à le partager bien en amont. Posez vos questions en amont. Voilà, donc en fait, quel ROI pour l'engagement? Donc en fait, on va vous présenter ici quelques résultats phares d'une étude nationale qu'on a menée au sein des enjeux des hommes avec le mouvement Impact France. Pour ceux qui ne connaissent pas, Impact France, c'est le premier mouvement de dirigeants et dirigeantes français qui mettent l'impact écologique et social au cœur de leur entreprise. Et donc la question, on s'est posé la question l'an dernier, qui était quand même une année assez difficile d'un point de vue économique, géopolitique, enfin, et aussi où la RSE est tombée en arrière, en troisième plan des priorités en entreprise. Est-ce que, en fait, dans un contexte de multicrises, l'engagement apporte quelque chose? Est-ce que ça a vraiment un ROI? Et donc, on a mené cette étude avec donc, Impact France pour poser cette question. On a eu presque 300 réponses d'entreprises de toute taille, de différents secteurs et partout en France. Et on a pu compléter aussi ces réponses par un panel de l'Impact Score. Mais il faut savoir qu'Impact France, ils ont quelque chose qui s'appelle l'Impact Score, qui est une auto-évaluation qu'on peut faire en tant qu'entreprise sur ses engagements RSE et donc qui ont servi aussi à alimenter les résultats. Donc,
En première instance, on avait posé la question à notre panel, en fait, qui attend de vous, en fait, un engagement sur les sujets RSE? Et en top de liste, on trouve ces quatre types de parties prenantes. Et en premier lieu, c'est les salariés et collaborateurs qui attendent de l'action sur le sujet. En deuxième, les clients et consommateurs, quand même, qui sont aussi en attente que les entreprises s'engagent. Des donneurs d'ordre et autorités publiques et collectivités territoriales, ça c'est quand même pour certaines entreprises qui servent ce marché, entre guillemets, c'est un élément phare, il faut s'engager sur les sujets RSE, c'est un critère de sélection. Et enfin, investisseurs et actionnaires qui eux-mêmes aussi sont de plus en plus attendus sur ces sujets, donc ils demandent aux sociétés dans lesquelles ils investissent aussi d'agir et rendre compte. Donc, c'était on va dire les parties. Donc, on voit que l'écosystème est aussi catalyseur de l'engagement. Et enfin, si on va sur la slide d'après, on s'est posé la question centrale en fait dans l'étude. Finalement, toute entreprise, même si elle a très peu d'actions qui tombent, on va dire, dans les cases RSE, font quelque chose parce que à minima, les sujets qui touchent aux collaborateurs, ça fait partie aussi des sujets de responsabilité sociétale. Donc, en fait, on ne peut plus parler de je fais de la RSE, j'en fais rien. Finalement, toutes les entreprises font déjà quelque chose et c'est plus une question de maturité et de niveau avancé. Donc, c'est ce qu'on a constaté dans notre étude, c'est que autour de 20% des répondants étaient plus dans la case débutant. Ensuite, une grande partie était plus dans la case confirmée, dans lesquelles on a défini, nous, des critères en fonction des réponses, qu'est-ce qui était pour nous des entreprises plus confirmées, donc une stratégie RSE établie, un suivi, même si pas forcément à 100%, comment dire, carré, et des premières réflexions sur le modèle d'affaires. Et ensuite, il y avait une trentaine, un tiers des répondants, plus ou moins, qui étaient dans la case avancée, où effectivement la stratégie RSE est bien formalisée, plus avancée, avec un suivi rigoureux, et des premières réflexions sur le modèle d'affaires avec un suivi aussi, des KPI précises. Ça, c'est non exhaustif, ces critères, mais globalement, il y avait aussi des éléments sur la partie qualitative qui nous ont donné ces trois catégories. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, on voit sur cette slide, c'est que les entreprises les plus avancées sont aussi plus amènes à avoir des meilleurs résultats financiers, ce qui est sur le chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'on a posé des questions dans cette étude sur des résultats économiques sur les 3 dernières années. Donc, on a mené en 2025, on a posé la question sur les 3 dernières années. Est-ce que vous avez atteint certains résultats financiers dans le chiffre d'affaires? On voit que les entreprises les plus matures sont aussi plus amènes, plus nombreuses à atteindre ou voire dépasser leur objectif de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est déjà un premier élément de ROI. En tout cas, il y a une corrélation entre l'avancement, la maturité RSE et l'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires. Ensuite, on avait posé la question aux panélistes, quels sont les impacts en fait que vous percevez, c'est quoi les impacts pour votre entreprise de l'engagement? Et on voit ici, il y avait plusieurs options des réponses et on voit que dans les top résultats, on a le renforcement de l'attractivité et de la marque employeur. Donc, c'est un peu corrélé aussi avec ce qu'on a vu avant sur qui demande de l'action. Donc, en fait, c'est un élément de marque employeur important et aussi fidélisation des collaborateurs. En deuxième, on a la différenciation par rapport aux concurrents. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, la RSE est mentionnée comme opposée à la compétitivité, alors que les entreprises qui agissent, en fait, voient plutôt l'inverse, c'est-à-dire l'engagement est un élément de différenciation. Ensuite, renforcement des relations avec les parties prenantes. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on commence à se pencher sur les sujets RSE, on voit que bah, déjà, on ne peut pas avancer tout seul. Donc, il faut engager ses fournisseurs, il faut engager ses clients et l'écosystème plus large. Et donc, en fait, ça donne aussi une meilleure relation avec ces parties prenantes-là qui vont au-delà de la relation commerciale classique qu'on aurait pu avoir avant, qui donne parfois à des projets transverses, etc. Donc, en fait, ou à des projets plus innovants par rapport à ce qu'on aurait pu faire avant. Donc, ça, c'est un élément intéressant aussi. Et enfin, meilleure gestion des risques.
effectivement, intégrer les risques ESG à l'analyse des risques, c'est primordial parce qu'on dépend tous des ressources naturelles, on dépend tous d'un climat social juste et équitable. Et donc, mais également, il y a la question de aujourd'hui risques réglementaires, c'est-à-dire anticiper les enjeux réglementaires pour être bien préparé et pas les subir. Donc ça pourrait être été nommé comme les top 4, on va dire, mais il y en a bien d'autres, comme vous voyez, développement de nouveaux produits et services ou amélioration de la performance globale de l'entreprise, qui était nommé aussi en sixième quand même. Et enfin, on avait posé la question aussi sur quelles sont les grandes actions RSE que vous menez. Et vous voyez ici dans les top 4, il y a en fait l'impact, donc le sujet égalité hommes-femmes, le sujet réduction et des mesures pour réduire l'empreinte carbone. Enfin, la formation des salariés et les achats durables. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, du moins pour enfin, ces 4 sujets, il y a quand même des lois en face ou des aides publiques. Donc, typiquement pour l'égalité hommes-femmes, il y a des lois, la décarbonation, il y a la loi BGS, mais également pas mal de financement. Vous allez voir tout à l'heure à la présentation d'Hélène et de Thomas que, en fait, il y a plein d'aides qui existent, notamment sur ce sujet. Formation des collaborateurs, je viens de le dire, il y a les OPCO qui sont disponibles. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est très bien traité par la plupart des entreprises. Et en fait, les achats durables, il y a le devoir de vigilance pour les grandes entreprises, d'une part, et par ruissellement, en fait, même les entreprises qui ne sont pas soumises doivent s'intéresser à ce sujet. Mais en fait, de façon aussi, ce qui est clé, c'est que quand on se penche sur une trajectoire de décarbonation, bah, ça passe aussi par les achats. Donc, d'où aussi ce sujet d'achat durable. Et enfin, on avait posé la question sur les obstacles à l'engagement, où on voit que, il y a le sujet de la priorisation. En fait, d'autres sujets sont plus importants, qui étaient nommés quand même par 50%, par une grande majorité, mais aussi des freins au financement. Donc, en fait, d'où ce webinaire aujourd'hui. On s'est rapproché effectivement, la BPI idéal pour nous donner des éléments par rapport à ce gros frein, parce qu'il y a plein d'aides qui existent et donc ça ne devrait pas être un frein. Ensuite, de manière générale, il y a des freins en lien avec les ressources. Donc, le temps étant troisième, c'est aussi une ressource. Et quatrième, quand même, la difficulté de mesurer l'impact. Donc, c'est-à-dire quel est concrètement le bénéfice et le retour d'investissement des actions menées et manque de moyens humains qui est un peu lié aussi au temps. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une question de ressources, mais également de mesures d'impact qui pêchent, enfin, qui sont vraiment des obstacles. Et enfin, la complexité et lourdeur administrative peut aussi parfois être un frein, peu ou pas d'incitation externe également. Donc voilà pour les obstacles. Et enfin, vous voulez partager un autre chiffre intéressant duquel on parle rarement, c'est le renoncement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'on renonce à quelque chose qu'on pourrait avoir. Ici, dans notre étude, on a posé la question, est-ce que vous avez déjà renoncé à un financement, à un client ou à un marché pour être aligné avec vos engagements RSE? Et donc, on a eu 40% d'entreprises dans notre panel qui a répondu oui, qu'ils avaient déjà renoncé. Et donc, on voit que ici, dans le graphique, vous voyez à gauche les entreprises qui ont déjà opéré un renoncement par rapport aux autres. On voit que d'un point de vue obtention d'objectifs chiffre d'affaires, elles étaient plus nombreuses à atteindre l'objectif de chiffre d'affaires. Et sur la slide suivante, on a aussi le même résultat sur l'obtention de la marge opérationnelle, l'EBITDA. En fait, les entreprises qui avaient déjà opéré un renoncement pour être alignées avec leurs engagements, en fait, elles étaient plus amènes à obtenir, atteindre ou à dépasser leur objectif de marge opérationnelle, beaucoup plus souvent que les autres qui n'avaient pas encore fait ou qui n'avaient jamais renoncé à quelque chose, un financement, un marché ou un client. Voilà, et juste quelques exemples. Quand on se parle de renoncement, on vous a mis ici quelques exemples, comme par exemple la Nexans, enfin, c'est un cas quand même qu'on connaît maintenant dans le monde de la RSE. Ils ont fait tout un travail d'optimisation de leur clientèle, à la fois pour être plus rentable, mais également, il y avait un critère d'émission carbone.
et ils ont réduit environ 70% dans leur base de clients. Donc, en fait, ils ont réduit aussi leur volume de vente et dans le chiffre d'affaires, mais ils ont drastiquement augmenté leur EBITDA, leur profitabilité, en faisant cet exercice de renoncement à des clients. Ou encore, il y a des exemples de Mustela qui renonçaient à un certain chiffre d'affaires en lien avec des produits qui étaient quand même assez conséquents pour leur volume. Et encore la Camif qui renonce aussi à certains, à certaines actions comme qui pourraient aussi être en lien, enfin, pour réduire leur impact en fait. Et nous avons quelques verbatims aussi des anciens présidents et PDG de ces sociétés, le renoncement d'aujourd'hui et le profit de demain, ou encore, aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est la sobriété qui nous fera surperformer économiquement. Voilà, et donc on peut se poser la question, comment faire en fait? Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les financements, mais globalement, si on veut gagner en maturité, dans cette étude, on a aussi, c'était important pour nous de partager aussi quelques recommandations pour aller plus loin. Donc là, vous avez une recommandation de comment gagner en maturité. Donc effectivement, si on veut structurer sa démarche, il est important de faire un diagnostic de là où on en est en fait. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire et ensuite prioriser, parce qu'encore une fois, avec des ressources restreintes en temps humaine, financière, il faut agir sur ce qui est primordial pour l'entreprise. Ensuite, on formalise tout ça dans une stratégie et un plan d'action. Et enfin, on déploie auprès des équipes. Il y a tout un dispositif à garder en tête par rapport à ça. Et ensuite, il faut ajuster en continu, évidemment, comme toute démarche et comme toute stratégie. Ici, on a mis des clés aussi. Donc, typiquement, pour le diagnostic, en général, ça se passe par une analyse de dématérialité où il faut prendre en compte les impacts ESG en lien aussi avec le business. Ça, c'est très important pour que ce ne soit pas juste une stratégie un peu à côté, mais que ce soit au cœur de l'activité de l'entreprise. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Des Enjeux des Hommes. C'est notre parti pris fort. Et par ailleurs, on fait ça aussi. Si tu cliques, il y a un petit commentaire. En fait, c'est très important que tout au long de ce cheminement, on embarque les parties prenantes et notamment l'équipe des directions. Et en faisant ça, en étant au cœur de l'activité de l'entreprise, c'est normalement un pari gagnant. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous, dans nos accompagnements. Et enfin, il peut être intéressant. Attends, je n'ai pas fini. Merci beaucoup. Ça peut être intéressant de s'appuyer sur des référentiels reconnus, évidemment. Donc, il y en a plein qui existent, ou sinon des modèles d'entreprise comme la société à mission. Consulter et impliquer ces parties prenantes aussi externes peut être, enfin en tout cas c'est quelque chose qu'on fait. On a une expertise sur ce sujet chez Des Enjeux des Hommes. Et ensuite, il faut quand même garder en tête qu'il faut réfléchir à un moment donné au modèle d'affaires. Dès que vous faites une analyse de matérialité, vous voyez qu'il y a un peu des sujets euh, phares ou importants qui sortent, qui touchent aussi au modèle d'affaires de l'entreprise. Donc ça, il faut le garder en tête. Enfin, on vous voulez vous partager. Donc, si vous voulez télécharger notre étude, elle est disponible sur notre site, mais également, vous pouvez là flasher le QR code et on vous le mettra aussi dans la conversation juste après pour que vous puissiez la télécharger. Et enfin, nous ne sommes pas le seul cabinet, la seule institution qui a fait des études sur le ROI de l'engagement RSE. Donc, on vous partage cela aussi de nos confrères et d'autres sociétés. Donc, notamment un travail très exhaustif qui a été fait par le Forum économique mondial et BCG sur l'économie verte, d'ailleurs au niveau international, qui montre aussi des résultats chiffrés sur le marché des revenus verts, entre guillemets. Ben, c'est un peu focalisé sur la partie écologique, mais et qui montre que les revenus verts croissent 2 fois plus vite que les revenus traditionnels. Euh, Ensuite, une autre étude menée aussi par Impact France et Wavestone sur la valeur monétaire des engagements et combien ça vaut si on leur donne une valeur en argent. Ensuite, également le baromètre achat responsable de l'ORS et d'ailleurs BPI et PwC qui parle aussi des relations clients-fournisseurs qui peut être très source comment dire, de chiffres à trouver si vous avez besoin de convaincre.
Et enfin, une autre étude qui a été menée par beaucoup d'entreprises pardon, beaucoup de cabinets et organisations, donc systémiques et d'autres partenaires, sur les investissements dans l'adaptation qui génèrent 4 fois plus de bénéfices que de coûts. Donc voilà, on vous partagera ça quand on vous partage le replay. Je donne la parole à Thomas qui nous a rejoint entre-temps. Merci beaucoup, Mariana. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette première présentation, hein, et bravo également pour cette étude. C'est vrai que d'habitude, j'avais plutôt tendance donc, du coup, à utiliser une vieille étude de 2016 sur la corrélation entre performance extra-financière et performance financière. Maintenant qu'on en a une nouvelle, je vais pouvoir me réactualiser. Donc, merci pour ce travail. Alors, effectivement, je voulais profiter un peu donc, de ce webinaire pour balayer avec vous un peu les grandes tendances, puisque comme tu l'as très justement dit, on a besoin de ROI, on a besoin du coup d'impact, on a besoin du coup de passer concrètement, donc du coup opérationnellement du coup sur nos thématiques. Et pour cela, c'est important qu'on arrive à pouvoir quantifier, notamment dans des contextes un peu comme ça. Alors, je vous repasse un peu d'un contexte de base parce que c'est vrai que je trouve que c'est bien pour redéfinir ce qu'on a besoin comme ROI, le constat un peu de base qu'on a pu faire et qui a été un peu l'élément moteur pour la création de la RSE et de nos sujets. C'était un constat qu'on a fait depuis plus de 50 ans, c'était de se dire de manière très basique, en fait, dans un monde fini avec des ressources limitées, si on cherche à avoir une croissance économique infinie, à un moment donné, ça ne marchera pas. On ne pourra pas subvenir donc, du coup à cette ambition-là. Donc il va falloir se poser des questions pour revoir nos modèles de production, revoir nos modèles de consommation parce qu'ils vont arriver à bout de souffle. Et en réalité, c'est ça la RSE. La RSE, c'est un sujet qui est hyper opérationnel, qui doit être irrigué dans les métiers de manière hyper concrète parce que ça se respire. Ça se respire. La RSE, c'est pas des engagements, juste des documents, des politiques qu'on réalise pour faire beau, c'est des actions concrètes qui permettent derrière à nos modèles d'affaires d'être plus résilients, d'arriver donc du coup à aller plus loin sur les thématiques. Et ça, on arrive plutôt bien à le comprendre lorsque on a le cas d'un industriel, parce que c'est évident, prenez n'importe quel industriel, le meilleur industriel que vous ayez revu de votre vie, s'il n'a pas de matière première, donc s'il n'a pas la biodiversité qui est derrière, s'il n'a pas accès à l'eau, à l'énergie ou à des collaborateurs pour pouvoir produire, il aura un chiffre d'affaires de zéro à la fin du mois. Donc ça, ce constat, on arrive facilement à comprendre que nos performances financières sont en réalité des résultats des performances extra-financières de l'entreprise. Mais pour autant, c'est pas forcément encore aujourd'hui bien intégré. On commence donc du coup à voir que prendre en compte ces sujets-là, de mettre en place des actions RSE, tu as justement dit, ça permet d'avoir pas mal de bénéfices. Mais si c'est pas bien irrigué, si c'est pas bien concret, on ne peut pas forcément atteindre nos objectifs, on ne peut pas relever les défis qui se posent à nous. Pour donner un petit chiffre, parce que j'ai plutôt bien cette étude et j'ai hâte d'avoir justement l'actualisation également, c'est une étude de l'ADP qui chiffrait que les entreprises au niveau mondial vont devoir supporter 120 milliards de dollars de coûts supplémentaires sur leur chaîne de production, leur chaîne d'approvisionnement d'ici 2026. Parce qu'ils avaient fait ça il y a quelques années. Là, la tendance montre que justement ça va être potentiellement le cas et c'est à ce moment-là où on est en droit justement de se dire et de se rendre compte que nos impacts et les actions qu'on peut mettre en place, ça peut réduire ces risques-là, ça peut réduire donc, du coup ces coûts supplémentaires, puisqu'il faut totalement repenser. La problématique qu'on a, c'est qu'on a une problématique de temporalité, de temps vis-à-vis donc du coup de nos impacts, de nos ROI qu'on peut avoir. Il paraît évident que déforester, exploiter des populations défavorisées sera toujours plus rentable sur vraiment du très court terme, parce que plus on détruit, plus on gagne en valeur monétaire. On est dans un système qui valorise beaucoup la destruction. C'est pourquoi d'ailleurs on surproduit dans le textile, on surproduit dans l'alimentaire, et c'est pas très bien réparti d'ailleurs. On surproduit dans l'automobile et dans plein d'autres secteurs. Et donc, petit à petit, ces stratégies-là,
arrivent à bout de souffle, sont de moins en moins rentables. Donc connecter un petit peu nos enjeux avec les réalités économiques, les réalités systémiques dans le monde dans lequel on vit, c'est primordial pour aller plus loin et pour qu'on puisse avoir des entreprises qui peuvent encore durer 20, 30 ans, 50 ans, sinon on risque de se poser vraiment un problème majeur. Là où c'est compliqué pour faire comprendre et pour faire notamment comprendre en termes de ROI, c'est que ce changement qu'on a à la fois sur thématique environnementale, sur thématique sociale, euh, il n'est pas assez rapide pour vraiment nous faire surréagir et pour qu'on mette en place pas mal d'actions. Donc on est obligé de le prouver par un biais des ROI. Mais en même temps, il est pas assez lent pour nous permettre de nous adapter. C'est-à-dire que ça va tellement rapidement qu'on n'arrivera pas, nos organisations que ce soit humaine ou même de société, ne pourront pas s'adapter à ces nouveaux paradigmes de risque, à ces nouvelles contraintes de l'environnement, et on risque du coup totalement d'y perdre au change en tant qu'humanité. Donc pour faire comprendre et accélérer, les ROI vont être primordiales, parce que notamment quand on va du coup, dans son COMEX ou dans ce comité, les premières choses dont on va nous faire part, c'est notamment du coup la valeur monétaire. Combien d'investissements vont avoir lieu dans du coup, ces actions et combien de retours on va pouvoir avoir. Ça m'évoque d'ailleurs, je fais un petit aparté sur l'une de mes premières expériences en RSE il y a quelques années où j'étais dans une entreprise un peu connue de production de visuels, parce que j'avais fait une erreur, et je pense que c'est intéressant que je vous en parle. C'est que j'avais travaillé beaucoup sur les stratégies RSE, sur les plans d'action, sur les actions concrètes qu'on pouvait mettre. Et l'erreur que j'avais faite, c'est que lors de ma présentation, les 2 premières minutes, j'avais déployé, on va dire, bon voilà, combien d'argent ça va nous coûter pour mettre en place ces actions. Donc on m'avait arrêté tout de suite en me disant, non, non, c'est bon, ça ne nous intéresse pas. Et en réalité, c'est là où il faut bien comprendre que on a besoin que ça puisse transformer les sociétés de manière vraiment transversale, de manière profonde, et pas juste donc, du coup mettre en place des actions pour des histoires de communication. Alors, si je reviens à cet aparté-là, on était revenu à la charge, mais avec un autre discours. Et l'autre discours, ça a été de dire, bah, typiquement, sur les studios d'enregistrement qu'ils avaient, qui étaient donc du coup vers le plateau de Seine-Saint-Denis, tous les plateaux étaient équipés avec des ampoules qui consommaient beaucoup d'énergie, qui chauffaient beaucoup. Donc l'été, les studios étaient vraiment du coup montés à 42, 43 degrés. Donc on était obligé de mettre des ventilations de la climatisation, sinon tout le monde fondait. Et ben, typiquement dire en termes de ROI, bon, on va remplacer ces ampoules-là, donc on va investir pour acheter des LED, ça va nous permettre de faire baisser la consommation d'énergie, ça va nous permettre de faire baisser la température, et donc du coup, ça va nous permettre de économiser de l'argent. Ça, c'est un discours qui permet donc du coup d'aller beaucoup plus loin et de convaincre plus rapidement, notamment des boards d'entreprises, pour passer à l'action de manière concrète. Ce qui est compliqué, c'est parfois très difficile à quantifier ou à qualifier. Certains indicateurs sur la ROI, sur des actions environnementales ou sociales, on a du mal à les quantifier. On arrive bien à comprendre que tout ça est corrélé, que tout ça joue entre eux, mais quantifier de manière monétaire ou de manière précise, c'est pas forcément évident. Et c'est un gros sujet. C'est un gros sujet d'ailleurs chez les Pays France, on travaille énormément, hein. D'ailleurs, justement, je pense que Hélène qui va vous en parler juste après, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur ces thématiques-là, un peu de ROI, pour faire corréler un petit peu ces indicateurs, arriver à quantifier, puisque réduire un peu les risques d'approvisionnement sur certaines ressources, arriver à après, réduire les risques, par exemple, sur l'eau, sur la biodiversité, ça va avoir un impact très concret, mais il faut encore arriver donc, du coup, à le qualifier. Nous, on challenge, hein, et comme l'a dit Hélène en introduction, on challenge notre écosystème, nos clients, nos partenaires, pour aller vers ces thématiques-là, parce que on souhaite construire donc, du coup une économie qui est rentable et qui est durable, qui va sur du long terme. L'idée, ce n'est pas forcément du coup ça sert à rien d'avoir une performance économique très très profitable et très rentable d'un point de vue économique sur 6 mois, un an, si on n'arrive pas donc du coup à avoir une entreprise qui perdure sur 10, 15 ans, 20 ans. Et c'est
plutôt dans du coup, cette vision-là, d'avoir des sociétés qui arrivent à performer, à être résilientes face aux nouveaux défis, parce qu'on connaît des crises, on est quand même dans une situation où on a beaucoup de crises, que ce soit économique, géopolitique, liées à l'environnement, liées à l'adaptation. Tout ça, ça va encore s'accélérer. On n'est pas encore au bout de nos surprises, donc on veut pousser, on veut que nos partenaires de notre écosystème comprennent que c'est un enjeu vraiment important à prendre en compte ensemble, puisque c'est ensemble qu'on arrivera à s'en sortir. Alors, on a beaucoup progressé, hein, notamment du coup, sur l'environnement. On a beaucoup avancé lorsque je regarde même pas 10 ans en arrière où on prenait en compte que les équivalents CO2. Maintenant, on comprend qu'il y a des enjeux aussi donc, du coup, sur l'économie circulaire, sur donc, du coup, la biodiversité, sur l'adaptation. On a beaucoup, beaucoup progressé. Toutefois, je me permets sur l'une des grandes tendances qui va venir et qu'aujourd'hui j'aimerais partager un peu comme vision, c'est sur le social, sur le pilier social. Ce que souvent, Maëna, je comparais un peu l'étude que vous avez réalisée avec notamment le rapport de la plateforme RSE qui était en 2016, qui avait fait donc du coup un premier travail de quantifier combien de performances brutes les entreprises françaises ont gagné en mettant en place des actions RSE. Ils étaient arrivés à environ 13%. Faut bien voir que derrière cette performance brute, il y avait plus de 45% de cette performance qui était grâce notamment aux actions sur le social. 35 sur l'environnement à peu près et 20 sur la gouvernance. Mais donc ça illustre bien que l'environnement, c'est un pilier fondamental sur lequel on doit avancer, sur lequel du coup, on doit progresser, mais que le social, c'est quand même aussi une grande tendance à suivre, en plus de l'environnement, pour bien calculer son ROI et pour bien calculer comment du coup, une stratégie RSE peut être profitable et rentable pour une entreprise. Euh, et d'ailleurs, pour illustrer tout ça, je pense que le mieux, ça va être aussi de passer la parole à Hélène, puisque donc, il y a un beau travail qui a été fait avec une étude sur donc, du coup, l'accompagnement qu'on fait, parce qu'on challenge évidemment notre écosystème, mais on ne les abandonne pas, on veut justement les suivre avec eux. Et donc pour ce faire, on accompagne beaucoup notre écosystème. Et là, je crois qu'Hélène, tu viens de sortir justement une grosse étude sur notamment quels étaient les ROI liés donc, du coup, à cet accompagnement, qu'est-ce que ça a permis dans notre écosystème de clients et de partenaires de débloquer comme situation. Donc, je vais peut-être te laisser la parole et arrêter de faire mon monologue. Merci Thomas, effectivement, superbe transition pour vous parler de tout ce qu'on met en place chez BPI France concrètement après vous avoir donné notre vision et les enjeux et du coup l'intérêt d'y aller. Mais alors peut-être avant de parler concret dispositif, je voudrais appuyer les messages de Thomas et Marina pour revenir un petit peu sur le contexte actuel où on peut avoir le sentiment d'une certaine forme de backlash environnemental, notamment sur des sujets réglementaires qui peuvent revenir en arrière. On a entendu dans la presse récemment les sujets autour des ZFE, des zones à faible émission, qui seraient remis en cause, et des arguments contre la transition qui sont peut-être un peu plus audibles. Et Marina, tu le citais dans les freins, effectivement, il y a le frein financier, il y a le frein de manque de temps, j'ai d'autres priorités, ou alors je ne suis pas concernée, je suis assurée, notamment en ce qui concerne les risques physiques climatiques. Donc tout ça, peut-être que c'est un peu plus audible aujourd'hui, alors que à l'inverse, nous, ce qu'on observe réellement sur le terrain et auprès des entreprises qui s'engagent, c'est que la transition est vecteur de business plus durable, plus robuste et aussi plus innovant, avec peut être source de nouveaux revenus. Typiquement, faire sa transition, c'est d'abord travailler sur ses flux, sa sobriété, donc moins consommer d'énergie, s'électrifier, peut-être éco-concevoir pour moins consommer de matière, moins émettre de déchets et donc moins payer de taxes. Donc, en premier lieu, c'est d'abord une réduction des coûts opérationnels, des dépenses qu'on peut avoir sur ces opérations, ces flux, son énergie. Ensuite, c'est aussi travailler sur ces risques liés à des dépendances, à des matières premières qui sont fossiles. Et donc aujourd'hui, dans le contexte de la crise énergétique, c'est un sujet d'autant plus prégnant, mais aussi des ressources lointaines, critiques, qui vont être amenées à se réduire, être de plus en plus tendues, avec des prix qui sont de plus en plus fluctuants aussi. C'est réduire ces risques physiques liés aux aléas climatiques qui deviennent de plus en plus extrêmes et fréquents. Thomas en a parlé. Et donc ça, c'est impératif aujourd'hui de prendre en considération ce sujet, que à la fois, il faut réduire notre impact
impact pour limiter les évolutions futures, mais que des évolutions sont déjà en cours et qu'il faut prendre en compte le climat futur dans la gestion de son activité, dans la gestion de sa chaîne de valeur. Donc ça, c'est tout le sujet de l'adaptation. Et il y a aussi des questions de risques réglementaires, d'image que l'on doit traiter et voilà, dont le sujet de la transition va de pair avec une réduction de ces risques-là. Et enfin, c'est aussi une opportunité d'aller sur des nouveaux modèles d'affaires qui sont un peu plus autour de la vente de services plutôt que de produits, donc de création de nouvelles valeurs, de création de nouvelles opportunités aussi commerciales, de fidélisation de son client. Et tout ça va de pair avec, si on vend un service, potentiellement, on va travailler sur l'allongement de la durée de vie, sur le fait de faire plus de maintenance, plus de réparation, etc. Donc tout ça est vertueux et va dans le bon sens. Donc, la transition, c'est tout ça et c'est donc un business qui va être plus solide et plus pérenne, comme on l'a vu dans l'étude, ce qui ressort aussi des chiffres de l'étude qu'a présentée Marina. Ça, c'est un peu l'introduction. Là-dessus, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a ce plan climat et biodiversité dont je vous parlais tout à l'heure, lancé en 2020, selon 3 piliers. Donc, le premier, c'est on se dit, on veut accompagner l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, mais en se concentrant quand même sur les secteurs les plus émissifs, les plus impactants, à faire leur transition. Et derrière, c'est des outils d'accompagnement et de financement pour favoriser cette mise en transition et je vous les présenterai juste après. Le deuxième pilier, c'est aussi de soutenir ce qu'on appelle les offreurs de solutions. Donc, c'est les entreprises qui vont proposer des produits ou des services qui vont permettre de décarboner d'autres secteurs, de réduire les impacts sur la biodiversité, de faire plus d'éco-conception, etc., etc. Et enfin, troisième pilier, c'est le soutien à la production d'énergie décarbonée parce que voilà, l'énergie, c'est aussi un vecteur important d'impact, mais aussi donc un levier de transition. Donc, soutenir un mix énergétique plus décarboné avec des énergies renouvelables, mais aussi de l'électricité nucléaire. Donc, si on va juste sur la slide d'après, je voulais juste peut-être revenir sur cette cartographie pour vous dire que donc, ce plan climat, on le déploie en région, partout sur le territoire, notamment à travers ces personnes que vous voyez là. Ce sont nos référents climat et biodiversité sur le terrain, dans les régions. Et donc, c'est vraiment vos points d'entrée en tant qu'entreprise si vous posez des questions, si vous voulez faire appel à certains de nos dispositifs ou si vous tout simplement voulez discuter de ces sujets parce qu'ils ont aussi beaucoup d'outils pédagogiques. Ils ont des outils d'analyse de risque aussi qui peuvent être appliqués à votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et donc, sur le premier pilier, on a déployé tout un volet d'outils d'accompagnement, de conseil. On va parler après des financements, mais effectivement, c'est quand même important de repartir de cette base-là parce que pour déployer des plans de financement, il faut d'abord partir d'un constat, d'un diagnostic, chiffrer des actions, chiffrer leur ROI, comme on le dit depuis le début. Et pour ça, c'est souvent utile de se faire accompagner d'experts parce que c'est souvent des sujets techniques assez pointus. Donc, cette gamme d'accompagnement, on l'a structurée en 4 phases. Donc, d'abord, une première phase de formation où vous avez, par exemple, une formation en ligne sur le site de BPI France Université, un cursus de 20 heures, même un peu plus maintenant, sur plein de thématiques. On a notamment sorti des modules sur la biodiversité tout récemment. Ensuite, on propose des diagnostics assez opérationnels pour que vous accompagniez sur des thématiques en lien avec la transition. Donc, on en a sur la gestion des flux, dont je parlais tout à l'heure, le diagnostic écoflux, donc énergie aux matières déchets. On en a un sur l'adaptation, donc aux risques physiques climatiques, sur la biodiversité, sur l'éco-conception, sur la performance énergétique de vos bâtiments, etc. Donc, il y a aujourd'hui pas mal de thématiques qui sont couvertes par ces diagnostics, qui sont souvent subventionnés soit par l'ADEME, soit par l'OFB, donc avec un tarif plus accessible pour vous. Donc justement aussi pour répondre à cette contrainte financière de aussi tout ça, ça peut coûter cher. Et en fait, on vous met en relation avec des bureaux d'études certifiés par nos soins et qui vont aller chez vous, faire un diagnostic, rencontrer vos équipes, former aussi, ça fait partie de la formation, proposer un plan d'action chiffré et justement, du coup, ce qui va vous permettre de passer à l'action et d'investir assez sereinement. Ensuite, on a des missions de conseil, troisième pilier, avec un volet du coup plus stratégique, où là, on va regarder le modèle d'affaires, on va regarder la mission de l'entreprise, est-ce qu'on peut potentiellement aussi faire appel à certains labels, certaines certifications, comment on répond à la CSRD, enfin, il y a plein de sujets un peu plus stratégiques, modèle d'affaires qu'on peut accompagner à travers des missions de conseil. Et enfin, quatrième pilier, ce sont nos accélérateurs. Donc ça, c'est des programmes collectifs avec un collectif d'entreprises qui va être accompagné, formé, mis en réseau comme ça pendant
1 an, 2 ans. Et en particulier, on a l'accélérateur décarbonation qu'on déploie en partenariat avec l'ADEME et qui vise à aider les entreprises à construire une stratégie de décarbonation qui soit compatible avec les accords de Paris et voir comment, du coup, on doit transformer l'activité et comment opérationnellement on le fait et on met en œuvre derrière cette transformation d'activité. Donc cet accélérateur, il est très intéressant pour, du coup, aller vraiment sur une dimension transformante de la stratégie de l'entreprise. Et la prochaine promotion se lance en septembre prochain. Et donc, cette fameuse étude dont parlait Thomas a été publiée tout récemment. Donc, on a justement, après plusieurs années de déploiement de nos diagnostics dont je vous parlais juste avant, on a essayé de regarder quels étaient les impacts concrets pour les entreprises accompagnées, non plus en regardant des estimations à dire d'experts ou en fonction des retours des clients, mais vraiment avec les données réelles des entreprises 2 ans, 3 ans après avoir réalisé le diagnostic. Donc déjà, ce qu'on voit, premier chiffre, c'est qu'on a couvert à travers ces diags une grosse partie, enfin un quart des ETI françaises de l'industrie. Donc, on a couvert quand même un certain nombre d'entreprises. Sur les entreprises accompagnées, en moyenne, les consommations d'énergie diminuent de 17% par rapport donc à la période avant l'accompagnement, ce qui représente une économie moyenne de 23 000 € sur les factures. Donc là, typiquement, et c'est quelques années après, c'est pas très longtemps après, donc il y a des quick wins, des actions assez rapides qu'on peut mettre en place qui permettent de faire des gains assez significatifs et qui permettent du coup peut-être aussi derrière de réinvestir dans des actions plus conséquentes. Donc, il y a un impact concret sur les factures des actions de transition, donc là en l'occurrence sur l'énergie. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'après les accompagnements, il y a presque 20%, 18% de probabilité d'investir dans la mise en transition. Donc les entreprises qu'on accompagne, derrière, elles mettent en place finalement les préconisations, en tout cas elles sont une grande partie à mettre en place les préconisations. Donc voilà un petit peu, c'est une première étude de ce type vraiment faite ex post, donc après les accompagnements avec des données macroéconomiques que nos économiciens chez BPI France ont pu exploiter. Si on poursuit, donc là, je vais vous parler du coup financement. Donc chez BPI France, on est une banque, ce qu'on fait, c'est aussi énormément de financement. On propose des prêts qui permettent de financer des plans de transition, des plans d'adaptation. Donc on a d'abord un prêt digital, le prêt Action Climat, qui lui va être ciblé plutôt sur des petites entreprises, donc TPE, PME de moins de 50 salariés, sur des montants pouvant aller jusqu'à 75 000 €, avec un prêt très accessible, facile, digitalisé pour financer des plans d'action de petites entreprises. Ensuite, on a des prêts régionaux avec 4 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Bretagne et PACA, sur aussi des plans de transition avec des montants qui peuvent être un peu plus élevés et des taux qui peuvent être aussi bonifiés via justement des poches budgétaires des différentes régions concernées. Et enfin, pour les PME et les ETI, on a notre prêt vert qui là peut financer des plans de transition jusqu'à 5 millions d'euros, jusqu'à 10 ans sur des durées qui peuvent s'étaler jusqu'à 10 ans, voire 12 ans pour les entreprises industrielles avec le prêt Industrie verte. Et avec des plans de transition assez complets, avec du financement immatériel ou matériel à faible valeur de gage, ou du BFR. On peut aussi financer du BFR jusqu'à un certain seuil. Donc voilà, un financement non fléché, mais qui vous permet de booster et d'accélérer votre mise en transition. Et on finance aussi la R&D, et donc de la R&D qui peut aussi servir à la transition, de la R&D verte. Et sur ces prêts-là, on a aussi des taux bonifiés pour les entreprises industrielles. Donc voilà, ça c'est notre gamme de prêts sans garantie. C'est aussi important de le mentionner. C'est une caractéristique de BPI France de proposer des prêts sans garantie sur les actifs de l'entreprise ou patrimoine du dirigeant. Donc prêt sans garantie matérielle. Là, je vous montre du financement plutôt matériel, donc à la fois du financement de l'immobilier. On finance beaucoup d'actifs immobiliers en France. On cherche à financer davantage la rénovation énergétique de ces bâtiments. Donc ça, c'est un objectif fort. C'est un des pans de l'empreinte carbone française important et que chez BPI France, on essaie de contribuer à décarboner. Donc, on peut financer vos travaux de rénovation énergétique. Et on a notamment ce diag que je mentionnais juste avant, le diag Perfimo, qui permet justement d'évaluer les travaux à mettre en place, qui permettent de se conformer au décret tertiaire, donc la réglementation qui impose des réductions fortes sur le bâtiment. Et derrière, du coup, on peut financer les travaux.
On a aussi du financement lié à l'équipement. Donc, ça peut être de l'équipement industriel, ça peut être de l'équipement de mobilité professionnelle. Pardon, il y a un petit problème sur la slide, on le corrigera. Avec des taux qui sont là bonifiés par la BEI, la Banque européenne d'investissement. Donc, il y a des critères à respecter qui sont ceux de la BEI, mais qui permettent d'accéder à un financement bonifié pour de l'équipement divers, donc plus vertueux, plus efficace énergétiquement. Si on passe ensuite au Green Tech, donc là, on a aussi toute une gamme de solutions de financement de l'innovation qu'on peut du coup administrer à ce qu'on appelle les Green Tech, donc les startups, les PME qui innovent sur les sujets de la transition pour offrir des solutions, encore une fois, de décarbonation, de réduction de déchets aux autres secteurs. Donc là, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Il y a des aides. Déjà, c'est des choses qui sont accessibles à tout stade de maturité, on va dire, du développement du projet ou de la start-up, de l'antécréation au passage à l'industrialisation. Et on a des aides sous forme de bourse ou de subventions, sous forme d'appels à projets. Par exemple, on a des appels à projets ciblés France 2030 sur l'agri-agro, sur le nucléaire, etc. On a des appels à projets première usine pour développer des nouvelles usines innovantes, etc., etc. On a ensuite des prêts qui peuvent financer l'innovation, certains ayant des critères verts qui permettent du coup aussi de valoriser des innovations vertes. On a des fonds, donc on investit, on est investisseur, on est aussi au capital de beaucoup d'entreprises et on a des fonds dédiés aux startups, mais aussi aux offreurs de solutions. J'en parlerai juste après. Enfin, il est mentionné là, c'est le fonds FI2E2, fonds énergie-environnement. Et enfin, on a des diagnostics vraiment ciblés start-up et projets d'innovation, donc là qui ne sont pas liés à la transition, mais qui permettent aussi de favoriser l'innovation dans ces green tech pour, donc, encore une fois, favoriser le développement de produits et services en faveur de la transition. Et juste après, un dernier mot sur le financement, il me semble, sur du coup notre troisième pilier qui est donc la production, le soutien à la production des énergies renouvelables. Donc là-dessus, on a un fonds qui soutient beaucoup d'acteurs dans ce domaine que je viens de mentionner, le fonds France Investissement Énergie Environnement, qui d'ailleurs soutient aussi plus largement des acteurs dans la biodiversité, dans l'économie circulaire. Donc on intervient en fonds propres. On a aussi des prêts pour aider à développer des sociétés de projets qui développent des énergies renouvelables locales, donc de l'éolien et du photovoltaïque en grosse majorité, mais on finance aussi des projets de biomasse, des projets de stockage aussi d'énergie. On a un pré-méthanisation, donc dédié vraiment au développement de projets de méta pour des acteurs agro, par exemple et enfin typiquement. Et enfin du financement à l'export qui peut aussi aider des développeurs ENR ou des acteurs sur ces sujets-là à se développer à l'international. Si on passe à la slide suivante, donc voilà, là c'était un peu les différents financements qu'on peut proposer. On anime aussi une communauté d'entreprises qui s'engagent sur les sujets de transition, la communauté du Coq Vert, j'en ai parlé en introduction. C'est une communauté qui marche super bien, il y a beaucoup d'échanges en région, donc elle est animée au niveau national, mais aussi localement par nos référents climat et biodiversité, avec des événements, avec des groupes d'échanges sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de contenu aussi de formation qui est proposé. Il y a tout un parcours de formation en distanciel, en présentiel qui est proposé, donc c'est hyper riche, c'est gratuit, il y a une adhésion à demander pour voilà, montrer que vous êtes effectivement en transition et que vous avez envie de partager aussi avec d'autres les problématiques. Mais c'est voilà, aussi une bonne façon de créer une émulation positive sur ces sujets, sur des territoires, en partageant encore une fois des problématiques, des solutions aussi. Hein, ça peut être un des objectifs et favoriser du coup le fait d'aller plus loin dans sa mise en transition, peut-être de découvrir des nouveaux sujets, etc. C'est une communauté qu'on a créée avec l'ADEME et qu'on anime depuis 2020. Et enfin, pour terminer, je voulais citer deux exemples pour être très concret sur ce qu'on peut faire pour différents types d'entreprises. Donc, par exemple, une ETI Maison Néré à Saint-Étienne qui est spécialisée dans la production d'accessoires, de rubans, d'étiquettes pour l'industrie du luxe. Et donc, cette entreprise, on l'a accompagnée avec du prêt vert, 4 millions d'euros de prêt vert en 2024, notamment pour décarboner son mix énergétique, avec des panneaux photovoltaïques et avec un projet aussi de géothermie.
Et en parallèle, on les a aussi accompagnés sur la construction d'une nouvelle usine pour mettre en place une technologie de traçabilité de produits textiles qui permet aussi du coup de mieux savoir d'où vient le textile, potentiellement pouvoir mettre en place un marché de seconde main derrière, favoriser l'éco-conception. Et deuxième exemple, la société Daniel Poussier, qui est donc un paysagiste, beaucoup plus petite entreprise dans le Val-de-Marne, qui, elle, a réalisé un diagnostic décarbonation en 2022, et ça a été vraiment un élément déclencheur pour transformer l'activité de l'entreprise vers une activité plus sobre, plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, avec 85% de réemploi des retours de chantier qui sont faits désormais versus 20% avant, des grosses réductions de coûts énergétiques et aussi quelque chose d'assez structurant. Donc les nouveaux clients doivent être situés à moins de 30 km du siège pour limiter l'impact des déplacements. Donc voilà, cette mission de conseil a été un élément déclencheur d'un plan d'action assez structurant pour cette entreprise. Ce qui a rendu fiers aussi les employés de cette petite entreprise. Et enfin, je voulais aussi dire un mot pour ne pas parler uniquement de BPI France, parce que je vous l'ai dit en introduction, il y a plein d'autres acteurs aussi qui sont mobilisés en faveur de la transition. Je voulais dire un mot de cette plateforme Mission Transition écologique qui recense un grand nombre d'aides et de financements en faveur de la transition pour les TPE-PME, et même d'ailleurs ETI, les entreprises de manière générale. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette plateforme. Vous pouvez soit renseigner votre projet, soit renseigner votre entreprise. Et du coup, ça préfiltre les aides. C'est assez complet. Donc, les aides BPI France, ils sont référencées, mais aussi celles de l'ADEME, de l'OFB, etc. Donc, c'est un guichet assez intéressant si vous voulez aussi avoir une vision exhaustive, presque, de ce qui est proposé aux entreprises sur les sujets de transition. J'en termine par là ma présentation et je vois qu'il reste quelques minutes pour des questions. Merci beaucoup, Thomas et Hélène, pour vos présentations. Effectivement, c'est très exhaustif. Enfin, il y a tellement d'aides et financements. Enfin, franchement, plus d'excuses. C'était un peu ça notre message du webinaire d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. On va peut-être attendre que... Enfin, il nous reste 3 minutes si jamais quelqu'un a une question. En attendant, ah oui, voilà. Donc, avez-vous des cas d'application, des exemples de gros groupes de la tech et de l'énergie? Une question par Sandrine. Des exemples de mise en transition ou d'application de nos prêts, par exemple? Je pense que ça doit être ça, ouais. Ok. Alors, les énergéticiens, la partie énergie, on l'accompagne beaucoup en prêt énergie-environnement pour développer des nouveaux projets d'ENR sur le territoire. Donc, par exemple, on a accompagné la plus grande centrale photovoltaïque flottante d'Europe. C'était un gros projet avec un développeur ENR qu'on a pu accompagner en financement. Après, sur les entreprises industrielles, là, ça va être plutôt des actions de sobriété ou d'efficacité énergétique qu'on peut accompagner. Donc, typiquement, sur le diag écoflux, les actions assez classiques, ça va être de réduire ses fuites sur les réseaux d'air comprimé, changer ses éclairages en LED, passer de la mobilité électrique, tout simplement mettre en place des systèmes de pilotage de l'énergie pour mesurer et du coup mieux réduire. Voilà, c'est tout un nombre d'actions qui peuvent être mises en place pour améliorer le flux énergie sur des entreprises industrielles, mais pas que. Ça peut être aussi on a accompagné beaucoup de groupes hôteliers à travers le diag écoflux, du commerce aussi. Et donc après, si on va sur les sujets bâtiments, c'est des sujets plutôt de rénovation énergétique du bâtiment. Et sur les sujets tech, là, on est souvent sur l'éco-conception. Ça peut être éco-concevoir des services numériques, parce qu'on peut avoir l'impression qu'un service numérique n'a pas d'impact, mais évidemment, il y en a parce que derrière, il y a des infrastructures, il y a du cloud, il y a des logiciels qui tournent, il y a des terminaux. Donc, on peut aussi appliquer le principe de l'ACV, de l'éco-conception, sur ces produits numériques pour réduire les impacts et trouver des actions structurantes. Merci, Hélène. Il y a une question sur le volet social. C'est assez générique. Comment intervenez-vous sur le volet social? Enfin, je sais pas si j'imagine que c'est peut-être pour vous, pour VPI. Nous, en tout cas, pour des enjeux des hommes, c'est des sujets qui sont inclus dans nos accompagnements. Enfin, on est sur des accompagnements plus stratégiques RSE. Mais c'est vrai que dans ce que tu as présenté, Hélène, on n'a pas vu beaucoup de sujets sociaux.
Je ne sais pas si tu as quelque chose. Alors, Je je vais pense qu'à passer mon, la main à Thomas, oui. ouais, je pense qu'à mon Ouais, avis, c'est parce que c'est mon peu mon cheval de bataille en ce moment. Donc, comme j'ai appuyé sur le sujet social, je prends la main. Alors, il y a plusieurs façons dont on traite un peu le sujet social. C'est à la fois via donc, du coup notre activité d'investissement, mais également via donc du coup notre activité, enfin, en tant que donneur d'ordre. Je veux commencer d'ailleurs par rapport à ça, c'est que dans la sélection de nos fournisseurs. Il faut savoir qu'à partir d'un certain montant, alors on ne peut pas appliquer ça notamment sur des très petits, des TPE ou des PME, mais à partir d'un certain montant en fait, de contrat de fournisseurs, on pose donc du coup des questions et on demande donc du coup également, ça nous permet de faire des pondérations sur le choix de nos fournisseurs. Donc on va regarder typiquement la parité donc du coup homme-femme. On va regarder également donc du coup les gaps de rémunération salariale qu'il peut avoir. On va regarder tous les sujets sur la diversité, sur l'inclusion. Tout ça, c'est des indicateurs qui vont être pondérés dans les appels d'offres publics en tant que donneur d'ordre. Et ça va donc permettre de justement aller chercher des nouveaux fournisseurs qui puissent pour nous coup permettre d'être alignés avec nos engagements. Ça ne veut pas dire qu'avec les anciens fournisseurs, on travaille également sur ces sujets sociaux, notamment typiquement on a ce qu'on appelle des RIE, donc on a beaucoup travaillé avec eux pour l'intégration de personnes en situation inclusive. De manière plus interne, autre que les fournisseurs, on a développé toute une cellule, ce qu'on appelle une cellule handicap, pour vraiment tout ce qui est sur les sujets de inclusion également. Donc on veut également, dans notre culture et avec nos salariés, qu'on puisse les accompagner, qu'ils puissent donc du coup être vraiment bien pris en compte sur ces sujets-là. Et sur le volet donc du coup de l'investissement, c'est par le biais du coup des boards, par le biais du coup des investissements, c'est-à-dire que sur les pré-investissements qu'on fait, ça c'est une valeur qui est, peu importe le montant qu'on demande, il y a ce qu'on appelle donc, du coup un scanning ESG. C'est bien donc, du coup un outil interne qu'on appelle l'outil ESG Invest, qui dans les dossiers de pré-investissement, on va mesurer toutes les performances extra-financières, donc environnementales, sociales, gouvernance. Et ça va nous permettre à la fois de voir un petit peu la santé extra-financière de l'entreprise au moment du pré-investissement. Dans la période, justement, alors, si les performances ne sont pas bonnes, ça peut être aussi donc, du coup un deal breaker pour nous. Mais derrière, quand du coup, on fixe des objectifs extra-financiers par le dialogue actionnarial avec donc, du coup, les entreprises qu'on a pu investir, on va donc, du coup, suivre un peu ces tendances-là sur je pense qu'on a. On a Ça perdu a coupé, Thomas. ouais, ça a coupé chez Thomas. Euh, Peut-être, enfin, parce que là, on est arrivé, c'est déjà, il est midi 2. Peut-être qu'on va prendre une ou deux dernières questions, enfin, parce que je vois que les gens commencent à partir, mais il y avait, en attendant que Thomas revienne, il y a une question sur, y a-t-il des aides spécifiques pour le secteur de la santé? Il y a effectivement un volet spécifique santé chez BPI France, mais qui n'est pas dédié au sujet de la transition écologique. Sur le sujet de la transition écologique, finalement, tout ce que j'ai présenté est applicable au secteur de la santé. On a choisi de proposer des dispositifs qui ne sont pas sectorialisés pour justement pouvoir couvrir le public le plus large. Après, dans les missions de conseil, évidemment, l'expert s'adapte à chaque secteur. Donc voilà, ce que je peux répondre, on a accompagné beaucoup d'acteurs, par exemple pharmaceutiques, sur les sujets de la transition à travers tous ces dispositifs. Et peut-être je me permets aussi de rebondir sur la question du tiers financement, Oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tous nos financements, c'est du cofinancement avec d'autres acteurs bancaires privés. Donc ça veut dire que pour 1 euro de prêt de BPI France, vous devez avoir 1 euro de prêt d'une banque privée. Donc c'est notre fonctionnement. Voilà, c'est notre rôle de banque publique de jouer un effet de levier et de faciliter l'accès à du financement privé. J'ai pas parlé de garantie bancaire, mais on propose aussi de la garantie pour garantir d'autres prêts privés, notamment une garantie verte sur des projets de mise en transition. Enfin, voilà, c'est vraiment notre positionnement. On complète des financements pour favoriser encore une fois l'accès du financement, notamment sur les volets de mise en transition. Donc souvent, il n'y a pas de critères d'autres aides publiques associées pour répondre concrètement. très bien. Bon, ben, je propose de s'arrêter là. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi à Maud de Cherizé, qui est consultante chez Des Anges et des Hommes, qui nous a aidés à préparer ce webinaire et à partager les slides aujourd'hui. Merci beaucoup aussi à Maud. Et merci à Hélène et Thomas pour d'être venus témoigner aujourd'hui. C'était super intéressant.
Et merci aussi aux participants pour avoir été là et vos nombreuses questions. Merci Merci, beaucoup. bonne journée. Bon Pour la petite après-midi. Au revoir. coupure. Merci. Au revoir.